Radio. Cube Radio. On va revenir sur cette question du gouvernement Legault. On vous rappelait, il y a quelques semaines, le gouvernement Legault avait voulu doubler finalement les droits de scolarité des Canadiens provenant des autres provinces et qui viennent ici étudier notamment dans les universités anglophones. On parlait de Concordia, de McGill, de Bishop notamment. Eh bien, on revient là-dessus dans le sens où le gouvernement aujourd'hui annonce un ajustement de cette décision-là, un ajustement qui se traduit par deux choses. La première, on va diminuer le taux qu'on avait prévu, donc de 100% à 30%. À la place de coûter 9 000 $, ça va coûter 12 000 $, alors qu'il y a quelques semaines, on nous parlait de 17 000 $. Et on va en même temps demander à ce que les universités anglophones francisent leurs étudiants étrangers, leurs étudiants canadiens à hauteur de 80% à un niveau 5. Et en plus de ça, on a entendu l'Université Bishop, la communauté qui s'est mobilisée, puis l'Université Bishop sur le volet des frais scolaires, des droits de scolarité ne sera pas touché. On essaie de comprendre tout ça avec Pascale Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, députée de Repentigny. Bonjour, Mme Derry. Bonjour. Pourquoi je voudrais pas dire pas de recul, mais je dirais pas de côté? Écoutez, moi, je vois ça vraiment comme un gain parce que c'est la première fois que les universités anglophones se manifestent avec un intérêt justement de franciser les étudiants dans les universités anglophones. Ça ne s'est jamais vu avant. Ils sont arrivés avec une proposition en reconnaissant qu'il y avait un déclin du français au Québec, particulièrement à Montréal, qu'elles avaient un rôle à jouer à l'intérieur des universités anglophones. Donc, pour moi, je vois ça comme un gain. Ce sera la première fois qu'on va travailler avec les universités anglophones pour franciser. Donc, le plan de francisation qu'ils nous ont soumis il y a quelques semaines avait une cible de 40% pour un niveau 6, pour franciser leurs étudiants au niveau 6. On a analysé ce plan-là, on a posé plusieurs questions aux universités, il y a eu plusieurs allers-retours et des échanges. On a considéré que ça prenait des actions concrètes, que ça prenait des cibles aussi, ça prenait une échéance aussi. Et donc, on est arrivé avec une cible plus ambitieuse qui est celle de 80%. Donc, à partir de 2025, les étudiants, les nouveaux inscrits canadiens hors Québec et internationaux vont devoir se faire franciser au fil de leur parcours académique. Donc, ça va se faire graduellement pour terminer leur parcours académique avec une connaissance du français de niveau 5. Mais Mme Derry, cette réflexion, pourquoi elle n'a pas été faite avant l'annonce que vous avez faite il y a quelques semaines? Pourquoi attendre, vous annoncez quelque chose et ensuite vous entamez les discussions avec les universités anglophones? On a eu des discussions avec les universités anglophones durant l'été dernier, au mois de mai dernier. On a eu ces discussions-là. On leur a fait parvenir, même de manière officielle, nos préoccupations sur la francisation, sur la rétention des étudiants canadiens hors Québec, sur évidemment la déréglementation qui avait avantagé davantage les universités anglophones en termes de revenus. Et on avait partagé tout ça avec elles. On nous revenait vraiment avec des mesures qui sont plutôt des mesurettes en francisation, c'est-à-dire une journée avec des initiatives à gauche et à droite. Il n'y avait jamais vraiment de plan de francisation, de front commun avec les trois, comme on l'a vu il y a quelques semaines à peine. Donc, pour moi, le gain, il est là. On a pu échanger au cours des dernières semaines, puis arriver justement à ce plan de francisation qui va nous permettre de franciser les étudiants maintenant dans nos universités anglophones. Alors, ils vous ont convaincu que là où vous alliez, ça allait trop loin, trop vite, puis ça pouvait être nuisible, et vous ont ultimement fait reculer. Moi, pas du tout. Moi, je vois pas ça comme un recul. Bien au contraire, c'est un gain pour nous parce que là, on va avoir des gens qui vont être francisés, qu'on va pouvoir retenir, qu'on va pouvoir intégrer à la société québécoise. C'est un grand pas en avant. On va être tous vraiment, on va tous en bénéficier en bout de ligne. Et c'est la raison pour laquelle moi, je fais le pari que parce qu'on va franciser davantage de gens, parce que justement, on va avoir une rétention qui sera meilleure de ces gens-là, on a pris la décision d'avoir une hausse des frais de scolarité à 30 plutôt qu'à 100%. Quand vous étiez venu à ce même studio nous parler de la décision que vous aviez prise il y a quelques semaines, je me rappelle avoir eu l'échange avec vous sur les raisons pour lesquelles, c'est quoi les motivations principales. Et vos motivations principales étaient d'établir un équilibre, de rééquilibrer le financement avec les universités francophones notamment. 100 millions de dollars qu'on prévoyait avoir comme transfert. Qu'est-ce qui arrive avec ce 100 millions de dollars maintenant qu'on n'augmente que de 30 %
les droits de scolarité des Canadiens des autres provinces? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, passer de 17 à 12, il y a évidemment ce manque à gagner. Alors, l'économie générée sera moindre pour les Canadiens hors Québec, mais on va toujours être capable d'aller au-dessus de 100 millions. On est autour d'à peu près de 125 parce que la mesure sur les Canadiens, sur les étrangers, par contre, la mesure sur les étudiants étrangers demeure. Il y a une hausse d'inscription aussi au niveau des étudiants étrangers. Par contre, pour ce qui est des étudiants canadiens, on laisse sur la table, si vous me passez cette expression-là, si vous me permettez ça, on laisse à peu près 50 millions. Donc, les CNRQ vont générer une économie de 50. On va être capable d'aller chercher la différence avec les étudiants étrangers, ce qui permet... Vous pensez qu'il va y avoir une augmentation qui va réussir à absorber la différence? Absolument. Pour l'instant, c'est là où on est, puis on a toujours été dans ces eaux-là, entre 100 et 125. Donc, on est toujours entre 100 et 125, malgré l'économie, malgré le montant qu'on laisse sur la table, parce que, justement, on a des frais de scolarité moindres, on a amoindri le choc tarifaire. On laisse quand même 50 millions, mais avec les deux mesures combinées, on est capable d'aller chercher plus de 100 millions. L'impact réputationnel de votre première annonce, pas celle d'aujourd'hui, mais de votre première annonce, puis je vais vous le dire, je suis partie dans le reste du Canada, notamment en Alberta suite à ça. Même la serveuse du restaurant, lorsqu'elle a appris que je venais du Québec, me parlait de cette décision-là. Prendre une décision qui a eu finalement un impact réputationnel à propos du Québec majeur dans le reste du Canada pour finalement amoindrir son impact final. Vous trouvez pas que vous êtes juste tiré dans le pied gratuitement pour rien? Écoutez, moi, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il y a un problème. Il y a un déclin du français au Québec, et particulièrement à Montréal, et il est important. Pour nous, c'était important, justement, d'en arriver à faire comprendre aux universités qu'il y a un réel déclin du français et qu'on a besoin qu'elles jouent un rôle. Et elles arrivent aujourd'hui à admettre un peu qu'il y a un problème, qu'il faut qu'elles jouent un rôle. Et je m'attends à ce qu'on collabore, je m'attends à ce qu'on fasse vraiment ce pas-là. Il faut comprendre qu'on est quand même au Québec. C'est quand même une province différente, une nation différente des autres. Un Québécois qui va ailleurs dans une autre province ne menace pas la langue comme telle. C'est pas la même chose. Quand un Québécois va en Ontario, il va parler en anglais ou peu importe, il ne va pas menacer la langue. Ici, chez nous, évidemment, on le sait tous, c'est particulier. On a des défis linguistiques importants et donc les objectifs depuis le début ont toujours été pareils. C'est-à-dire, on avait un objectif financier pour aller régler le déséquilibre financier au sein des deux réseaux. Et on avait également un objectif linguistique. On les a, ces deux équilibres, ces deux objectifs aujourd'hui. Mais en même temps, on vous les dites qu'il y a une atteint, augmentation dans les demandes d'inscription des étudiants étrangers. Est-ce qu'on est en train de finalement transférer juste le problème aux étudiants étrangers? Non, mais les étudiants étrangers, de toute façon, il y a une augmentation en général, même dans les réseaux francophones aussi, pas juste anglophones. On a quand même une augmentation d'étudiants étrangers francophones dans le réseau aussi. Mais anglophones également, ce qu'ils veulent compenser pour les Canadiens qui viennent. Oui, mais il faut comprendre que la mesure des étudiants étrangers, elle touche aussi les universités francophones. Tout le monde est soumis à cette mesure-là. Donc, si le nombre d'étudiants francophones augmente en ce moment, parce qu'on a aussi des mesures pour faire augmenter le nombre d'étudiants étrangers francophones, là aussi, ça vient jouer sur le nombre d'inscriptions. Non, mais je parlais sur la question de la francisation et l'importance du français. On reste finalement avec le même problème. Qu'ils proviennent de l'Alberta ou qu'ils proviennent de l'Inde, la même personne ne parle pas français, donc ne contribue pas à la francisation du Québec. Ça dépend. Il y a des Canadiens hors Québec qui maîtrisent quand même et qui ont une connaissance du français. C'est ce qui va nous permettre aussi d'encourager ou de pousser peut-être les universités à modifier un peu leur modèle de recrutement, d'aller vers des bassins où il y a plus de connaissances de français, où il y a une maîtrise de français qui soit au niveau 3, au niveau 4, qu'on peut parfaire le français en arrivant au Québec. Donc, ça va peut-être les encourager justement à changer un peu le modèle de recrutement pour être capable d'avoir un bassin plus francophone du côté de Montréal. Je veux vous entendre sur, évidemment, l'état actuel des choses, les négociations des conventions collectives. Moi, il y a un sujet qui honnêtement, m'inquiète beaucoup, c'est nos secondaires 5 actuellement, qui s'en vont vers le cégep. Puis je sais qu'actuellement, ils sont au ministère de l'Éducation, mais bientôt, ils vont être sous votre responsabilité au cégep. Avec l'importance du cégep où la cote R, c'est les 3 premières sessions pour pouvoir aller dans les programmes les plus contingentés à l'université. Ils vont se retrouver avec des élèves qui viennent de l'école privée, qui n'ont pas connu de grève, qui n'ont pas connu de cette problématique. Comment vous allez faire en sorte que les élèves de secondaire 5 qui viennent des écoles publiques puissent être compétitifs avec les élèves qui viennent du privé au cégep et qu'ils puissent aller dans les programmes les plus contingentés?
Ben, c'est clair que c'est une préoccupation. C'est clair que ça bouscule vraiment les choses en ce moment parce qu'il y a des journées de grève, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas à l'école depuis plusieurs jours déjà. Et donc, il y aura un certain retard. On est en train de regarder ça avec mon collègue Bernard Drinville à l'éducation. Puis en même temps, déjà, d'emblée, quand on rentre au cégep et dans le réseau collégial, il y a déjà un soutien qui se fait dès la première session. Parce que, nonobstant les grèves, avec la pandémie puis avec ce qu'on a vécu au cours des dernières années, il y a déjà des élèves qui rentrent, qui font cette transition, qui ont des lacunes, qui ont certaines lacunes. Est-ce que les lacunes vont être exacerbées parce que, justement, on a ces journées de grève qui viennent hypothéquer un peu ces élèves-là? Fort probablement qu'on aura ces enjeux-là. Donc, moi, je vais travailler conjointement avec le réseau, le système collégial. La Fédération des cégeps aussi est très sensibilisée à cet enjeu-là. Puis, on va voir de quelle manière on pourra les accompagner puis de s'assurer que la première session, qui est la plus importante, ces jeunes-là soient accompagnés de la bonne façon pour s'assurer qu'ils puissent continuer. Absolument. Et finalement, avant de vous laisser, on a vu beaucoup d'étudiants réclamer à ce que vous suspendiez ou que vous fassiez des modifications au calendrier collégial parce qu'ils avaient des plans. Ils avaient des plans pour travailler, ramasser des sous pour payer leur scolarité, notamment des plans de voyage. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? Bien, ce que j'ai dit aux étudiants puis au réseau, c'est-à-dire on va conserver l'équivalent de 82 jours. C'est très différent de dire 82 jours ou l'équivalent de 82 jours. Il faut comprendre la nuance. Les cégeps, maintenant, s'organisent pour ajuster le calendrier à l'équivalent dans 82 jours. Ça veut dire qu'il y aura des examens, peut-être 2 examens dans une journée, des cours qui vont se faire dans une journée plus condensée. Donc, on essaye de sauver des journées pour rattraper le calendrier. Et c'est ce qui se fait actuellement. La réalité de chacun des cégeps est différente, mais ce qu'on me dit à la Fédération des cégeps jusqu'à maintenant, c'est que la grande majorité des cégeps sont capables de rentrer dans cet équivalent de 82 jours. Et on va être capable, à part des cégeps qui ont probablement eu des grèves étudiantes, qui ont aussi des journées à rattraper, mais c'est vraiment une infime partie. La grande majorité va pouvoir s'en sortir en rentrant dans un calendrier à équivalent de 82 jours. Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Yasmine. À bientôt. Au revoir.